S'explication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. Ce podcast vous est présenté par Ilona, Sacha, Ryan, Axel Alban et Lily Rose. S'explication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. bienvenue sur notre podcast S'explication. Le thème abordé est sexualité et épanouissement, bâtir des relations saines. Ce podcast est réalisé par la classe de 2e année Bac Pro CGEH, conduite et gestion d'une entreprise épique de la FASEC Académie de Gouvieux. La sexualité peut être perçue comme un aspect fondamental du bien-être personnel et de l'épanouissement humain. Lorsqu'elle est vécue de manière consensuelle, libre et respectueuse, elle peut apporter des bénéfices importants. Cependant, l'épanouissement sexuel n'est pas un processus sans obstacle. De nombreuses personnes rencontrent des difficultés qui nuisent à une expérience sexuelle saine et épanouie. Nous commencerons par un micro-trottoir. Nous avons été à la rencontre de nos camarades et de nos formateurs pour leur poser quelques questions. Suivra la chronique La Voix des experts avec l'interview de Madame Guillemette Stevens, sexologue et conseillère conjugale, puis le débat pour ou contre. Et nous finirons par notre coup de cœur culturel. Bonne écoute à tous. Tout de suite pour commencer notre micro-trottoir. Bonjour, dans le cadre de notre podcast S'explication, pouvez-vous répondre à nos questions et vous présenter? Bonjour, oui, je suis Monsieur Rapini, formateur de sciences à la FASEC. Pensez-vous que l'éducation affective et sexuelle à l'école est suffisante pour aider les jeunes à bâtir des relations saines? Non, pour moi c'est pas suffisant. On parle beaucoup de contraception, on parle beaucoup moins du consentement et de la confiance qui est nécessaire. Et pensez-vous que les mineurs entre eux peuvent bâtir des relations saines et épanouies? Non plus, justement parce que pour moi un mineur n'a pas encore la maturité nécessaire afin de pouvoir fonder en fait une relation saine et de confiance, et qui finit souvent sur une rupture. Oui, bonjour, je m'appelle Laura Marteau, je suis formatrice d'hippologie et de zootechnie. Pensez-vous que l'éducation affective et sexuelle à l'école est suffisante pour aider les jeunes à bâtir des relations saines? Non, je ne pense pas. Je pense que la discussion, l'échange avec les parents et l'exemple des couples que donnent les parents peut être intéressant aussi et complémentaire. L'école n'est qu'un complément de la vie privée à la maison. Et pensez-vous que les mineurs entre eux peuvent bâtir des relations saines et épanouies? Je pense que c'est possible à partir d'un certain âge, bien sûr, pas trop jeune, mais tant qu'il y a du consentement des deux côtés, du dialogue et de l'échange, je pense que c'est envisageable. Bonjour, je m'appelle Shani Pullman, j'ai 16 ans, je suis à la FASEC de Gouvieux en lac cavalier d'entraînement en Kappa 1. Qu'est-ce que signifie pour toi l'épanouissement dans une relation amoureuse? Pouvoir communiquer sans gêne avec l'autre et se sentir bien dans la relation. Penses-tu que l'éducation affective et sexuelle à l'école est suffisante pour aider les jeunes à bâtir des relations saines? Non, ce n'est pas assez car il n'y a pas tant d'éducation par rapport à l'affection dans l'école. Et les expériences qu'on a suffisent. Penses-tu que les mineurs entre eux peuvent bâtir des relations saines et épanouies? Oui, à partir d'un certain âge. Je m'appelle Yann, j'ai 17 ans, je suis en terminale. D'après toi, comment bâtir des relations saines dans un couple? Je pense que ça demande de la maturité et de l'engagement des deux côtés. Et voilà. Qu'est-ce que signifie pour toi l'épanouissement dans une relation amoureuse? Je pense que c'est le moment où on s'entend bien, où il n'y a pas de soucis entre les deux personnes, mais ça demande une certaine maturité. Penses-tu que l'éducation affective et sexuelle à l'école est suffisante pour aider les jeunes à bâtir des relations saines? Non, elle n'est pas suffisante, mais durant l'adolescence, on a certaines expériences qui font qu'on acquiert cette maturité. Penses-tu que les mineurs entre eux peuvent bâtir des relations saines et épanouies? Oui, ils peuvent, mais souvent les relations d'adolescents sont courtes. Merci à toi. Oui, bonjour. Je suis Madame Mailleux, formatrice à la FASEC depuis 7 ans maintenant. Premièrement, d'après vous, comment bâtir des relations saines dans un couple? Alors, des relations saines, ça passe forcément par de la confiance et donc de la communication. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire les choses. Il ne faut pas attendre d'encaisser jusqu'au jour où ça explose. Il faut, quand ça ne va pas, il faut être capable de se dire de temps en temps, de faire un petit point, de se dire, tu sais, il faut que je te parle, j'aime pas trop quand tu fais ça, ou quand tu dis ça, ça me fait un peu de mal. Donc il faut être capable de poser les choses quand ça ne va pas. Mais quand ça va bien, il faut aussi être capable de se dire,
voilà, ça me fait plaisir que tu fasses partie de ma vie, tu me fais du bien, et voilà. Et ne pas considérer que les choses sont évidentes. Bah oui, je t'ai dit je t'aime une fois, bien sûr que je t'aime. Il faut être capable de communiquer et de cultiver les bonnes relations. Qu'est-ce que signifie pour vous l'épanouissement dans une relation amoureuse ? Alors, l'épanouissement, c'est la suite de la première question, c'est la confiance. C'est se sentir libre avec l'autre, se sentir réellement soi-même. Et donc, je considère que l'autre, que ce soit compagnon ou compagne, doit être son amoureux, amoureuse, son amant, d'un point de vue sexuel, mais aussi son meilleur ami, son refuge, si nécessaire, l'ensemble de tout ça pour l'équilibre. Dans l'idéal, bien sûr. D'accord. Et pensez-vous que les mineurs entre eux peuvent bâtir des relations saines et épanouies ? Ben oui, pour les raisons suivantes aussi. On est capable de se dire les choses à n'importe quel âge. Qu'on ait 17, 50 ou 70 ans, il faut être capable de se dire, là tu sais, ça m'embête quand tu me demandes ça, ou ça me dérange un peu, mais je t'aime quand même. Et donc oui, bien sûr que quel que soit l'âge, on peut et on mérite d'être aimé. Bien, merci. Avec plaisir. Donc, on va interviewer maintenant Madame Guillemette Stevens. Je me présente, je m'appelle Sacha, j'ai 16 ans et je suis élève du coup à l'Académie AFASEC de Gouvieux. Bonjour, je m'appelle Ilona, j'ai 17 ans, c'est ma 4e année à l'AFASEC Academy. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors je m'appelle Guillemette Stevens, je suis sexologue et conseillère conjugale et familiale de formation. J'ai beaucoup travaillé dans des assos autour du droit des femmes, de la question des violences sexuelles et sexistes et de la santé sexuelle. Et j'ai eu un cabinet de sexo aussi où je recevais des personnes pour des difficultés sexuelles du coup. Qu'est-ce que être sexologue ? En France, la profession de sexologue n'est pas réglementée. Ça veut dire que dans l'absolu, tout le monde peut s'installer comme sexologue. Mais il y a quand même forcément des raisons éthiques de se former avant de pratiquer et de faire n'importe quoi. Donc souvent, c'est une formation universitaire de 3 ans. Il y a des personnes de tous horizons. Il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des sages-femmes, il y a des psychologues, des éduques, des dentistes. Voilà. Toutes les professions médicales, paramédicales et du social peuvent se former. Et du coup, on va pas forcément exercer pareil. Mais le principe, c'est vraiment de recevoir les personnes autour des questions qu'elles se posent, autour de leur sexualité, les écouter et les aider à trouver des solutions et parfois leur donner des informations aussi pour le fonctionnement sexuel qui peuvent aider. Pour bâtir des relations saines, le consentement doit être donné. Pouvez-vous définir le consentement sexuel ? C'est pas mal en débat en ce moment. Avant, on considérait que le consentement, c'était... on disait non, c'est qu'on n'était pas d'accord et c'est tout. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il ne suffit pas de dire non. Parfois, on dit oui sous la contrainte. Et donc, on est en train de réfléchir aujourd'hui, même dans la loi, à ce que le consentement, ce soit vraiment un consentement éclairé, joyeux, volontaire, et que consentir, ce soit pas juste se laisser faire, mais ce soit vraiment avoir envie, en fait. Qu'est-ce qui est considéré comme une sexualité saine ? En sexo, le principe, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de normes. Hein, même si pendant un moment, ça a été une discipline comme toutes les autres qui essayaient d'imposer des normes aux gens. En fait, une sexualité saine, c'est une sexualité dans laquelle on est épanoui. Avez-vous des conseils pour pouvoir parler de la sexualité avec son partenaire sans gêne ni tabou ? C'est vrai que c'est pas facile, on le dit beaucoup qu'il faut parler avec son partenaire et mine de rien, dans les faits, c'est pas si facile que ça à faire. Je pense que c'est important de trouver son fonctionnement avec l'autre. Et il y a des personnes qui trouvent ça plus facile d'en parler pendant ou juste après la sexualité, parce que c'est une espèce d'espace qui ouvre un peu d'intimité. Il y a d'autres gens qui préfèrent en parler avant, mais j'ai pas de réponse toute faite parce que ça dépend vraiment des personnes et des relations. Ouais. Que faire quand l'un des deux partenaires a plus de désir sexuel que l'autre ? Ça arrive très souvent et c'est un des principaux motifs de consultation en sexo pour les couples hétéros.
Il y a des personnes qui ont des désirs sexuels différents et surtout dans notre société, on s'imagine que le désir, c'est quelque chose de linéaire. On le voit dans les magazines, on nous dit il faut faire l'amour tant de fois par semaine dans un couple équilibré, etc. En fait, c'est quelque chose de très fluctuant. Dans la vie, des fois, on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est déprimé, parce qu'on a autre chose à penser, pour plein de raisons ou juste parce que c'est comme ça. Et le meilleur moyen de faire revenir le désir chez son partenaire, c'est certainement pas de le harceler ou d'insister ou de demander à ce que la personne s'y remette. De se rappeler qu'on peut aussi se faire des câlins, se prendre dans les bras sans que ça mène à un rapport sexuel et de respecter la temporalité de l'autre. Comment peut-on aborder plus facilement le sujet de l'hypersexualité ou de pratiques sexuelles spécifiques comme l'échangisme, le fétichisme, le BDSM, la soumission dans un cadre d'une relation avec un partenaire par exemple? J'ai l'impression que maintenant, ça se fait plus de parler de sexting et de s'en amuser avec le ou la partenaire et de pouvoir à ce moment-là lui dire tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais je pense qu'il n'y a pas de règle unique pour aborder ces sujets-là avec les partenaires. Comment il faut faire pour éduquer les jeunes sur la sexualité de manière saine et respectueuse? Normalement, depuis 2001, il y a une loi qui prescrit 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an et par classe d'âge du CP à la terminale. C'est vrai que dans les familles, c'est pas toujours facile d'en parler. Les parents sont pas toujours outillés, ils n'osent pas, puis ils n'ont pas forcément les infos non plus. Et du coup, pour finir, quels sont les conseils que vous donneriez pour maintenir une vie sexuelle saine et épanouie? Vous l'avez dit en introduction, la santé sexuelle, c'est important. C'est vraiment le fait de pouvoir choisir sa sexualité, de pouvoir être libre de l'exercer comme on le souhaite. Donc c'est important de séparer l'idée de vie sexuelle saine et de sexualité active et un certain rythme par semaine, endurant un certain nombre de minutes, etc., etc. Ce sont des idées très très répandues. Une vie sexuelle saine, c'est encore une fois la sexualité qu'on choisit. Je trouve que c'est vraiment important d'apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à connaître ses limites et à savoir les poser, quitte à parfois mettre fin à des relations ou avoir l'impression d'être un peu impoli ou d'être un peu ferme, mais savoir se respecter soi-même. C'est le premier pas pour pouvoir après exprimer à l'autre le fait qu'on a des limites, qu'il y a des choses qu'on aime bien, il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est une bonne clé de communication aussi dans ces relations, d'apprendre à exprimer ses besoins et à écouter les besoins de l'autre. Merci beaucoup à vous pour avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Merci beaucoup. À la suite de l'interview avec Madame Stevens, nous vous proposons un court débat. La question posée est: les mineurs peuvent-ils bâtir une relation amoureuse et une sexualité saine et épanouie? Le débat est ouvert. Personnellement, je pense que c'est surtout une question de communication, comme on en parle depuis le début. Beaucoup de communication. La sexualité, après, reste propre à chacun. Chacun a une sexualité définie. Après, il y a la question de la majorité sexuelle, qui se pose beaucoup, à 15 ans ou non. Puis après, c'est pas forcément très reconnu juridiquement. Donc, à partir du moment où c'est 2 mineurs entre eux qui sont consentants et qui communiquent, c'est totalement possible. Après, s'il y a une question de mineurs en dessous de 15 ans et de majeurs, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué parce que là, il y a forcément une position de force par rapport à l'âge. En effet, pour moi, je trouve que certains majeurs pourraient en profiter parce qu'un mineur, souvent en dessous de l'âge de la majorité sexuelle, qui est, faut rappeler, de 15 ans, avant, on est quand même assez jeune, très influençable. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui a un lien de subordination par rapport à nous puisse nous manipuler. Toi, Axel, t'en penses quoi de mineurs ensemble, en dessous de 15 ans, par exemple? 2 mineurs ensemble, oui, c'est possible, tout dans le respect et dans la communication, bien sûr, comme tu l'as dit. Mais avoir une sexuelle? Non, enfin, mon avis perso, deux jeunes en dessous de 15 ans, je trouve que c'est jeune et qu'on n'est pas assez encore mature pour ça. Tu penses que ils seraient pas forcément objectifs dans leur choix en disant oui? Oui, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas un oui défini. Ok, garçon. Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'à partir du moment où les deux savent ce qu'ils font, qu'ils en ont parlé avec leurs parents peut-être, ça peut être bien.
qui sont plutôt d'accord, qui se sentent prêts, à l'aise. S'il y a pas de... Si ça dérange personne, c'est possible. Mais dans ce cas-là, on n'a pas tous des parents, par exemple, pour en parler, ou il y en a qui osent pas en parler. Aussi, c'est pour ça que, comme on l'a dit au début, la communication est très importante. Personnellement, je trouve que ça peut être un peu compliqué à l'âge de moins de 15 ans, vu qu'on ne sait pas encore ce que l'on veut vraiment. Ça peut être un choix forcé peut-être. On ne sait pas vraiment si c'est ce qu'on veut et pour faire plaisir à l'autre surtout. Mais dans un autre sens aussi, ça peut se faire si ça dépend aussi de chacun. Si on est suffisamment mature dans sa tête, et on pourra construire une relation durer. Par exemple, on voit beaucoup de gens depuis très petits, ils sont ensemble et ça dure jusqu'à les 70 ans, ça peut rester et ça dépend vraiment de chacun. Effectivement, c'est possible, mais faut le faire pour les bonnes raisons. Faut pas que ce soit pour le regard des autres, pour son partenaire, faut le faire tout à fait pour soi-même, ou juste quand on se sent prêt et que c'est le bon moment. Je vous rejoins un peu sur, par exemple, les relations sexuelles en dessous de 15 ans. Mais après, dans certaines circonstances, parce que je pense que ça dépend des gens. Par exemple, il y a des jeunes filles, jeunes garçons qui ont peut-être vécu des traumatismes, qui ont vécu dans un cadre familial compliqué. Et le problème, c'est que ça ressort beaucoup au début de l'adolescence. Donc, certains de leurs choix peuvent être influencés par ce qu'ils ont vécu auparavant. À partir d'un certain âge, on dépasse un peu ces traumatismes, on fait des choix qui s'en éloignent. Et là, à partir de là, on peut parler d'un vrai consentement. Par contre, si on est toujours dirigé, pas par le partenaire, mais vraiment par soi-même et ce que notre cerveau a vécu, là, ça reste plus compliqué. Je suis d'accord, mais ça, ce sont des cas spécifiques. Il ne faut pas partir du principe que tout le monde... parce que là, on parle dans un cadre général. Il ne faut pas partir du principe que tout le monde a vécu des traumatismes. Merci. Après, pour revenir à un sujet que vous avez parlé un peu plus tôt, mais que vous m'avez jamais laissé parler, aussi, pour moi, les deux mineurs peuvent avoir des relations sexuelles entre eux, mais ça va dépendre de quel modèle ils prennent. Parce que si c'est un âge assez jeune, en général, les relations sexuelles ne sont pas non plus évoquées explicitement. Si le modèle qu'ils prennent sont uniquement les modèles qu'ils ont vus dans les films pornographiques et tout, ça reste très compliqué de pouvoir envisager une relation viable, tout ça qui va durer dans le temps, si le modèle, ça reste de la fiction. Voilà. C'est comme dire, je prends exemple sur Mickey dans ma vie. Ça m'apporte pas grand-chose. Eh bien, pour revenir au sujet familial, si quand on est petit, on a eu l'exemple de deux parents qui ont eu une relation de tromperie, imaginons que l'un des deux parents se fasse tromper plusieurs fois ou sur un long temps. Et ben, ça peut donner un mauvais exemple à l'enfant qui, lui, verra une relation avec sa copine ou son copain. Comment dire ? Il aura du mal à faire confiance. Ou alors, lui, justement, verra ça de sorte à ce que ce soit normal de tromper ou d'aller voir ailleurs, alors que c'est pas normal. Et puis même, le cadre familial, il peut aussi influencer l'enfant lui-même. Je veux dire, des fois, avoir des exemples de parents, parce qu'on suit beaucoup aussi à l'image de couple que sont nos parents quand même, quand ils sont encore ensemble. Quand on les voit qu'ils sont ensemble, mais ils se disputent souvent et tout, ça banalise un peu le fait que dans un couple, oui, c'est normal de se disputer, mais ça ne doit pas tout être tous les jours une très grosse prise de tête. Un couple doit quand même y avoir l'idée de simplicité. C'est pas censé être une bagarre quotidienne de vivre avec son partenaire. Quand on voit certains parents que tous les jours c'est une dispute, mais qui ne divorcent pas uniquement juste pour faire plaisir à leurs enfants, à la fin, l'enfant, la seule chose qu'il se dit, c'est bon, c'est normal de se disputer tout le temps, alors il n'y a rien de choquant. Vous parlez de certains de vos traumatismes, vos parents, j'entends bien. Mais vous pensez quoi des adultes qui décident à votre place ? On parle de majorité sexuelle, on parle de consentement, on dit qu'à votre âge, vous n'êtes pas forcément éclairé, que vous pouvez être facilement manipulable. Mais si vous, un jour, vous décidez à 13-14 ans de vous mettre en couple, ça dure, d'avoir une relation amoureuse et sexuelle épanouie, est-ce que ça vous dérange ou pas qu'un adulte décide à votre place, ou vous aimeriez que décider à votre place, et voilà, en votre âme et conscience, et surtout avec beaucoup de maturité, bien sûr,
Voilà, c'est le fait qu'un adulte décide à votre place. Étant donné qu'un enfant, ça peut être... c'est assez naïf. Enfin, en tout cas, quand on est jeune, on est assez naïf, assez manipulable. Je pense que le parent, évidemment, peut nous apporter des conseils, mais il n'a pas non plus... c'est notre décision. Même si on est encore jeune, c'est vrai. Je pense que si on comprend un minimum ce qu'on fait, il ne faut pas que l'adulte vienne, entre guillemets, manipuler notre décision. Et il peut nous conseiller, absolument. C'est vrai, il a même raison parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie ou qu'on ne sait pas. Et je pense qu'il ne devrait pas nous manipuler, voilà, mais nous conseiller, oui. Je suis d'accord avec toi, parce qu'on ne devrait pas être commandé par nos parents sur nos relations amoureuses. Mais c'est quand même bien d'avoir toujours une surveillance, parce que parfois, deux jeunes ensemble, ça peut faire des bêtises. Ça peut se laisser influencer par les amis. Et il peut y avoir aussi, par exemple, des échanges de photos, des choses comme ça. Et si c'est pas surveillé, les parents, par exemple, s'ils ne surveillent pas le téléphone des enfants, parfois les photos, elles peuvent être diffusées. Il peut y avoir des problèmes comme ça. Donc, c'est bien que les parents surveillent quand même un minimum quand c'est en dessous de 15 ans. Après, il faut surveiller, mais il faut pas non plus trop fliquer, parce que sinon, l'enfant, à la fin, enfin, du moins de ce que je pense, juste de mon opinion, si à la fin, la personne, elle est trop fliquée, ça va juste l'inciter à plus cacher ce qu'elle fait. Faut être trop surveillé, on n'a plus confiance en la personne en face, et forcément, derrière, on va se cacher, on va créer des comptes privés, on ne parlera de plus rien à nos parents, ça fait qu'à la fin, les parents ils disent « mon enfant, il me parle jamais ». Bon, en même temps, en général, il n'y a pas besoin de vous parler, vous savez tout le temps tout sur son dos, vous savez tout, parce que tout le temps fliqué. Moi aussi, j'ai une autre source de conflit, par exemple, avec les parents. Pas forcément, ils cherchent à avoir le contrôle sur la vie amoureuse, la relation, etc. Par exemple, il y a beaucoup la question qui revient de laisser son enfant dormir avec son partenaire ou pas à la maison. Chez moi, ça a été une vraie source de conflit avec ma mère, par exemple. Et je pense que là-dessus, certes, le parent peut avoir sa position et dire non, je veux pas que cette personne dorme chez moi. Mais dans ce cas-là, il faudrait juste un minimum de logique. Par exemple, pourquoi il ne laisserait pas le compagnon dormir, mais la copine, l'amie et tout, elle peut dormir à la maison et tout. Enfin, il n'y a pas trop de sens logique, parce que je pense que les parents, ils ont surtout peur de la relation sexuelle pendant la nuit. De se dire, ah non, mais mes enfants doivent dormir ensemble, ils vont avoir un rapport et tout, je veux pas ça sous mon toit, etc. Sauf qu'en fait, ce que certains parents ne comprennent pas, c'est que l'adolescente ne va pas attendre que la nuit tombe pour avoir un rapport. Et si c'est vraiment leur inquiétude, je pense qu'ils devraient plutôt s'inquiéter et se dire si mon ado il a des rapports, ok, je le comprends, mais où il va les faire? Je veux pas qu'il aille les faire dans une grotte, je sais pas, sous un pont et tout. Je préfère qu'il soit en sécurité, chez moi et tout. Et ok, qu'ils veulent pas que quelqu'un dorme à la maison, c'est compréhensible, mais dans ce cas-là, rester un minimum logique. L'important, c'est sous quelles conditions c'est fait et réalisé. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est les conditions sous lesquelles c'est fait. Il ne faut pas que ce soit sous l'emprise. C'est vrai que les parents, ils pensent tout de suite qu'on le fait forcément et que ça va être un problème. Il faut qu'ils se disent qu'on grandit, on découvre et on a peut-être aussi besoin de ça. Et c'est important. Oui, mais après, c'est pas forcément le problème de l'enfant, mais c'est surtout la personne en face. Les parents, ils connaissent pas vraiment la personne, et si, ça veut dire, on vient de se mettre en couple avec la personne et on la ramène à la maison, on commence à se rapprocher de la personne sans forcément que les parents ils l'apprennent réellement. Il y a des gens, ils cachent leur jeu et ça peut faire mal à l'enfant. C'est ça que les parents, ils veulent pas que l'enfant subisse. C'est aussi un bon côté que les parents s'inquiètent pour leur enfant. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas forcément le partenaire et s'inquiéter pour son enfant, c'est vrai que c'est toujours en général son petit protégé et c'est important. C'est pour ça que l'éducation sexuelle depuis le jeune âge, c'est important. Montrer qu'il ne faut pas le faire pour rien ou pour les mauvaises raisons, se protéger, etc. C'est pour ça que l'éducation est très importante.
Et maintenant, notre coup de cœur culturel présenté par Ryan. Kiss le podcast. C'est avant tout une aventure humaine, puisque ce projet a été lancé par 2 amis dans la vie, Sarah Maillard et Sandro Tobodom, rapidement rejoint par Lucas Argenton. L'équipe a été agrandie avec l'arrivée de Tamara Martinez. À travers chaque session, l'équipe de Kiss aborde différentes thématiques liées aux relations amoureuses et sexuelles. Invités et animateurs échangent expériences, points de vue, conseils ou encore questionnements dans une atmosphère détendue où le jugement n'existe pas. Le tout agrémenté d'une touche d'humour. L'éventail des sujets traités étant universel, les auditeurs et auditrices ont la possibilité de s'identifier et de trouver des réponses à leurs propres questionnements. Kiss le podcast présente également des anecdotes autour de la sexualité et des relations émotionnelles sur Instagram, se basant sur des statistiques et des faits avérés. On peut retrouver Kiss le podcast sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast. L'équipe de Kiss est également à l'origine d'un jeu de société appelé simplement Kiss le jeu, pour parler d'amour et de sexe sans tabou. Je vous conseille d'aller visiter sur le site, vous ne serez pas déçus. kiss-podcast.ch. Et oui, Kiss le podcast est 100% suisse. Et nous arrivons à la fin de notre podcast. Et n'oubliez pas, discuter de ses envies, de ses désirs, de ses peurs ou de ses limites avec son partenaire favorise la confiance et ainsi aide à se construire au sein d'une relation. La communication, le respect de soi et de l'autre sont les piliers d'une relation et d'une sexualité saine et épanouie. Merci de nous avoir écoutés. C'était Sexplication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. C'était Sexplication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France.